Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va regarder la saison 1 d'Auckland et je vais en parallèle vous commenter certains choix esthétiques qui ont été faits à l'époque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Auckland, je vous invite à aller regarder, je vous mets un petit i, attends j'ai réfléchi, là, je vous mets un petit i là, voilà. Auckland qu'est-ce que c'est? C'est une web série médiévale fantastique qui a été créée il y a à peu près 3-4 ans et dont je suis le réalisateur et le créateur. Dans cette vidéo, on va regarder toute la saison 1, donc du 1 à l'épisode 6. Alors je vais pas mettre les épisodes en entier, on va juste regarder quelques extraits. Et je vais en parallèle vous expliquer dans quel contexte ça s'est fait, quel était le but, qu'est-ce que je voulais transmettre. Et on est parti tout de suite. Alors on commence avec Auckland 1 qui est sorti donc en 2000... je regarde tout. Alors pour info, je regarde pas dans le vide, j'ai un écran ici, hein, ne me prenez pas pour un taré. Donc cet épisode est sorti en 2021, le 3 novembre, donc un tout petit peu après Halloween comme je le disais. Donc avec Ethan et Jean-Baptiste, on s'est acheté des costumes et on a tourné Auckland 1. Et donc à l'époque j'adorais, j'étais dans une phase The Witcher, la série. J'adorais les monstres, j'adorais le truc un peu dégueulasse, il y avait un gris dans l'image que j'adorais. Et ben je n'ai pas du tout fait ça puisque j'ai mis une teinte orange. Voilà, donc cet épisode là je vais pas le commenter parce que il sert à rien dans l'histoire, il n'y a pas de mise en scène précise, il n'y a même pas une idée de base. Juste voilà, comme je vous l'ai dit, on pose la caméra, je vous fais quand même défiler l'épisode en même temps, mais globalement, historiquement, il ne sert à rien. Juste ce qu'il faut retenir, c'est les relations entre les personnages. On n'a pas de scénario, mais il y a déjà un truc qui se crée, c'est que Broken Boring c'est un peu un taré, Plexus il est un peu paumé, on ne sait pas ce qu'il fait, et il y a Garnil, donc moi, qui fait avancer l'histoire, qui fait avancer le truc, qui crée le mouvement. Autrement, il se passe pas grand chose. Je vais directement passer à l'épisode 2, même si c'est le même principe, donc je vais faire à peu près pareil. L'épisode 2, c'est la même chose que l'épisode 1, juste là pour le coup j'ai écrit un scénario. J'avais très envie de faire une suite, c'est monté d'un coup, très envie de faire une suite. Et donc j'ai écrit une suite qui s'appelait Auckland, les marais de Auckland normalement, que j'ai renommé en Auckland Squire, qui signifie Auckland écuyer, dans laquelle Broken Boring, Garnil et Plexus se perdent et finissent dans les marais de Auckland. Mais pareil, l'histoire elle est un peu turlufudu, enfin on comprend rien, juste il y a des petits effets spéciaux un peu de partout parce que encore la phase The Witcher, je le rappelle. Là où ça devient intéressant, on arrive à Auckland 3. J'ai à ce moment-là une nouvelle caméra, le Sony A6300 qui me filme actuellement et qui filme encore les Auckland à l'heure actuelle. Là j'ai un gros déclic dans ma tête. Juste après avoir sorti Auckland 2, je regarde Game of Thrones. Je prends conscience de quelque chose de nouveau, c'est que ce que j'aime raconter, ce qui fait peur, enfin ce qui crée une ambiance, c'est pas que les monstres, c'est aussi l'humain qu'il y a derrière. Quand j'ai vu Joffrey, j'ai vu Robert Baratheon, tout ça, bah ça m'a juste hyper inspiré sur qu'est-ce qu'une menace dans une série, qu'est-ce qu'une menace dans un film. C'est pas forcément les monstres, ça peut très bien être aussi le monstre dans l'humain. Donc là qu'est-ce que je fais? Auckland 3, il y a Erhardt donc, et Oberyn qui se promènent dans les bois, dans la forêt de Saphir, qui est la forêt dangereuse, qui est inspirée de la forêt de Fangorn évidemment. Alors il y a évidemment un truc qu'on remarque dans l'épisode, c'est le montage très peu dynamique finalement. Hein. C'est le bordel, il y a des gros blancs, je savais pas faire des bons raccords, voilà. Bah, c'est un peu catastrophique, mais en même temps il faut commencer quelque part. Et à ce moment-là par contre j'ai adoré tourner cet épisode-là avec les copains, parce que juste on était à fond dedans, il y avait la nouvelle caméra, il y avait l'ambiance aussi, hein. Mine de rien tourner dans les bois c'était nouveau. Et on voit d'ailleurs que j'essaye de faire du personnage de Waligo la grande menace de cet épisode-là. Ça ne marche pas trop parce que je n'aide pas avec les plans, c'est-à-dire que voilà, on est sur des plans pas très réfléchis. Je connais même pas la règle des 180 degrés. Et donc on se perd au final, on se perd dans l'environnement, on sait pas où on va, on sait pas où on est. Le personnage de Waligo fait pas peur parce qu'il est pas bien mis en scène. Et voilà, globalement il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet épisode là. Juste par contre, lui il lance une vraie intrigue. Lui ça pourrait être l'épisode 1, le vrai de cette saison 1. Puisque Oberyn donc se fait enlever, disparaît dans les bois. Plexus est mort et Garnil trouve le pendentif de l'iris. Voilà, ça c'est les grandes lignes. On passe à Auckland 4, donc de la saison 1, excellent épisode, hein. N'hésitez pas à aller le regarder, lui pour le coup j'en suis assez fier. À l'époque il y a beaucoup d'acteurs, on a du décor, on a un bon scénario et surtout j'apprends la règle des 180 degrés
qui est game changer, hein, littéralement. On est parti, je mets l'épisode en fond. Je lance l'épisode. C'est bon. Voilà, 1000 vues. Et donc là, avec cet épisode-là aussi, ce qui est flagrant, c'est que je reviens aussi à des grosses bases du Seigneur des Anneaux. J'avais adoré le prologue, vous savez, dans Le Retour du Roi, où on voit Sméagol et Déagol. J'ai voulu refaire ça, et ça marche plutôt bien. Beau soleil, et les personnages étaient à l'ombre. Règle des 180 degrés, Bredgessa. Là, il y a mon premier changement de mise au point manuel volontaire. C'est-à-dire qu'on est sur le pendentif, je switch sur Waligo. On a une image vachement orange, ça fait très passé, vous savez, ça rappelle un peu voilà, des teintes de pellicule. Donc là je joue vachement plus sur les plans, hein. Le ramener en contre-plongée, voilà, montrer Waligo fort à ce moment-là, serein, c'est hyper important et donc là je joue sur les plans, là c'est intéressant. Voilà, et là on a cet emplacement qu'on voit dans l'épisode précédent où Guernil trouve le pendentif. Voilà, le travelling circulaire qui permet de découvrir le cadavre de Bredgessa. 40 ans plus tard, voilà, on se retrouve donc avec Guernil. Bon, évidemment petit maître, hein, c'est une référence à grand maître dans Game of Thrones. Mais aussi petit maître, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette façon de parler qui fait presque Elrond. Je dis presque parce que il a un truc en plus. Je préfère petit maître Elrond, là je le dis. Petit maître, c'est voilà, c'est le grand savant du continent, tout le monde le veut, tout le monde le demande, et Guernil, comme il est vieux, il connaît très bien Petit Mestre. Ah, donc alors la torche, au-delà de juste être un aspect, au-delà de servir pour la nuit, la torche, elle a vraiment un aspect métaphorique, c'est-à-dire que je découvre le pendentif de l'iris, la lueur de la torche me permet de voir un petit peu mieux à quoi sert ce pendentif. Il y a deux choses intéressantes là dans cette séquence. Voilà, le classique, hein, champ contre champ, il n'y a rien de bien spécial. Juste, à l'époque, le profil d'image que j'utilisais, je filmais en movie, parce que je faisais pas d'étalonnage, hein, je filmais juste et j'envoyais. Et là, je vois que, voilà, profondeur de champ très faible, j'étais tout le temps en 1.4, à mon avis, en termes d'ouverture. Ce qui fait que ça, aspect cinéma très fort, pour le coup. J'aime beaucoup le rendu de l'image dans cet épisode-là. Globalement, ça fait plutôt cinéma et on est bien pris dedans. Bon, à l'époque, évidemment, on avait des épées très lourdes, hein, faites maison. On pouvait pas faire des mouvements très rapides. Donc les combats étaient assez monotones. Ding, ding, ding. Ok, là, ça va devenir intéressant. Tac, tac, hop. Contre-plongée sur moi. Donc là, à ce moment-là, la contre-plongée classique, hein, je suis dominant, j'ai l'avantage dans le combat. Lyoria, elle est vue, elle est en plongée parce que bah, elle va perdre, elle pense qu'elle va mourir. Et là, ça devient intéressant. Voilà, sachez qu'elle est vivante. Je perds la contre-plongée, je passe à un plan vachement plus droit. Voilà, on est presque au niveau de mes yeux. Pourquoi? Bah parce qu'elle me met dans le doute. Elle me dit elle est vivante, bah de qui elle parle? Sachant que j'ai trouvé la coiffe avant, Guernil il sait déjà un petit peu. Et il se dit ok, bon bah là je domine plus trop, elle est en train, oui je domine physiquement, mais mentalement elle est en train de me bait, elle est en train de gagner le duel là. Donc on remonte d'un cran le plan. Elle reste toujours, elle en plongée parce qu'elle a les épées là, mais dès qu'on avance un peu, Guernil niveau des yeux, hop, volontairement on est sur une mise au point au départ floue, puis j'avance dans la netteté comme si mon idée eh bien, elle devenait plus claire. Et Lyoria du coup à ce moment-là, elle est sur un plan, on n'est plus en plongée, on est sur un plan droit parce qu'elle sait là qu'elle a gagné. Elle sait qu'elle a gagné le duel. Elle vient de s'épargner. Par contre là, on découvre donc la personnalité d'Aubéry qui est assez marquée, hein. On est sur une peste de princesse comme on dit, personne dit ça. Mais voilà, on découvre le personnage d'Aubéry, on le découvre mieux, parce que dans l'épisode 3, donc elle est avec Erhardt, mais elle est très soutenue tête à tête. Là, elle a vécu dans les bois 2 semaines, ça y est, elle se sent plus aller.